ถึงผู้หญิงทุกคนที่ยังคงเขียนมาหาฉันขอคำแนะนำฉันจะพูดสิ่งเดียวกันเสมอจงเชื่อในสัญชาตญาณของคุณบันทึกทุกอย่างและจำไว้ว่าคุณสมควรได้รับความรักที่เป็นจริงไม่ใช่เศษเสี้ยวของความรักที่ถูกโยนมาให้คุณธันวาสอนฉันว่าไม่ใช่ทุกคนที่พูดว่าฉันรักเธอจะหมายความตามนั้นจริงๆแต่ฉันได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญกว่านั้นมากด้วยตัวเองฉันเรียนรู้ว่าฉันสามารถรักตัวเองได้มากพอที่จะไม่ยอมรับสิ่งที่น้อยกว่าที่ฉันสมควรได้รับอีกต่อไปความจริงทำให้ฉันเป็นอิสระไม่ใช่จากธันวามันทำให้ฉันเป็นอิสระจากผู้หญิงที่ฉันคิดว่าฉันควรจะเป็นและผู้หญิงที่ฉันเป็นตอนนี้หรือเธอคนนี้ไม่มีวันถูกทำลายได้J'ai joué mon rôle à la perfection. J'étais l'Éléonore compréhensive, qui ne remettait jamais en question ses nuits tardives. L'Éléonore de soutien, qui était toujours impeccable quand il franchissait la porte. L'Éléonore attentionnée, qui cuisinait ses plats préférés. Même nos disputes étaient civilisées, se terminant toujours par des excuses rapides de sa part et un bouquet de fleurs le lendemain. Une transaction pour restaurer la paix. Le cercle social de Julien était bien établi. Il y avait Marc, son associé, marié à Patricia, une femme impeccablement habillée qui parlait surtout de Pilates et de vin de vigneron. Il y avait les copains de golf Léonard, un chirurgien divorcé, et Fernando, un avocat marié à une femme de 20 ans sa cadette. Je m'entendais avec toutes les épouses, mais nous n'étions jamais proches. Elle me voyait comme la petite femme comme il faut de Julien. Toujours polie. Toujours disponible pour organiser les dîners de couple. Patricia commentait souvent, « Éléonore, tu es un exemple. Si dévouée. Si présente. » Elle le disait comme si elle admirait un animal de compagnie bien élevé. Ma famille adorait Julien. Mes parents, qui menaient une vie simple en Auvergne, étaient éblouis par sa réussite. Mon jeune frère, Léo, qui étudiait le commerce, le voyait comme un mentor. La famille de Julien était plus réservée mais toujours cordiale. Sa mère, une femme sévère et élégante nommée Madame Dubois, était obsédée par le maintien des traditions familiales. Mais il y avait une personne qui me regardait toujours avec un regard différent. Maria, notre femme de ménage qui était avec nous depuis 3 ans. Une femme d'une 50aine d'années, mère de 4 enfants, avec des yeux sages et perspicaces qui ne manquaient rien. Elle avait une façon particulière de me regarder, comme si elle connaissait un secret que j'ignorais. Madame Éléonore, m'a-t-elle dit une fois, alors que j'arrangeais des fleurs dans l'entrée. Vous êtes une femme très intelligente, très observatrice. J'ai souri, pensant que c'était juste un compliment. Maintenant, je comprends. Maria voyait bien plus que je ne pouvais l'imaginer. Le premier vrai signe que quelque chose n'allait pas est apparu il y a environ 6 mois. Julien a commencé à rentrer encore plus tard, toujours armé d'excuses élaborées sur des campagnes urgentes et des dîners de dernière minute avec des clients. Mais il a oublié un détail crucial. Toute ma carrière était basée sur la compréhension des campagnes numériques et de leur cycle. Un jeudi, il est rentré en titubant à 23h30, sentant le whisky et un léger parfum floral qui n'était pas le mien. Il a prétendu avoir été en réunion d'urgence pour une campagne du Black Friday. Nous étions en mars. Quand je le lui ai gentiment fait remarquer, sa réponse a été cinglante. Non. Ma chérie. C'était de la planification précoce. Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde de l'entreprise à ce niveau. Il m'a fait me sentir petite, naïve,
C'était sa tactique préférée. Julien avait toujours été organisé. Mais dernièrement, il devenait négligent. Les petites données ne concordaient pas. Le changement le plus étrange concernait notre intimité. Il était devenu distant, presque mécanique. Quand j'essayais d'en parler, il se fermait, blâmant le stress du travail. « Tu es trop collante, Éléonore ?» disait-il, se retournant pour dormir, me laissant seule dans le silence froid de notre lit king size. Puis j'ai commencé à remarquer l'odeur plus souvent. Un parfum subtil et féminin sur ses chemises qui n'était définitivement pas le mien. Une nuit, j'ai fait semblant de dormir quand il est venu se coucher. Je l'ai entendu au téléphone dans son bureau en bas. Sa voix un murmure grave. « Je ne peux pas parler maintenant. Je te vois demain. Tu me manques aussi. » Quand je suis entrée dans le bureau quelques minutes plus tard, il a rapidement raccroché et a dit que c'était un problème au travail. Ses yeux fuyaient les miens. Ma formation d'analyste de données allait enfin servir à quelque chose de personnel. Mon esprit, qui avait été obscurci par l'amour et le déni, a commencé à s'éclaircir. J'ai commencé à tout documenter. Horodatage, excuses, comportement. J'ai créé un tableur détaillé, caché au plus profond de mes fichiers de travail, protégé par un mot de passe crypté. Parce que les données ne mentent pas. Et j'étais déterminée à trouver la vérité, aussi laide soit-elle. J'ai commencé par analyser les schémas dans mon tableur. C'était un travail froid, clinique, un détachement dont j'avais désespérément besoin. Julien était toujours en retard les mardis et jeudis. Toujours. L'excuse était toujours la même, une réunion avec un nouveau client. Mais quand j'ai discrètement vérifié le calendrier partagé de l'agence qu'il laissait parfois ouvert sur son ordinateur portable, il n'y avait rien de prévu pour lui après 18h ces jours-là. Ses soirées étaient vides, blanches. Tout comme ses excuses. L'étape suivante ressemblait à une trahison envers la femme que j'étais. Mais je savais que c'était nécessaire. J'ai installé une application de géolocalisation sur son téléphone, la présentant comme une mesure de sécurité. Chérie, avec toi qui rentres de Paris si tard en voiture, je me sentirais tellement mieux de savoir que tu vas bien. Avais-je dit. Ma voix douce et empreinte d'une inquiétude fabriquée qui me retournait l'estomac. Julien, si confiant dans sa propre intelligence et ma prétendue naïveté, a accepté sans une seconde d'hésitation. Il a probablement trouvé ça mignon. Un autre signe de son épouse dévouée et légèrement anxieuse. Les données de l'application ont été une confirmation rapide et brutale. Les mardis et jeudis, il n'était pas à l'agence. À 18h15 précise, la localisation de son téléphone cessait de bouger. Elle le localisait à la même adresse à chaque fois, un immeuble haussmannien de luxe dans le 8e arrondissement. Il y restait environ 3 heures avant d'entamer le long trajet de retour vers notre maison parfaite de Neuilly. Je devais le voir de mes propres yeux. Je me suis rendue à l'immeuble un vendredi matin, vêtue d'un tailleur chic, un porte-documents en cuir à la main. Je jouais un rôle, une femme d'affaires prospère à la recherche d'un pied-à-terre à Paris. Le hall était moderne et froid, tout en marbre et en verre, avec des caméras de sécurité surveillant chaque recoin. J'ai engagé la conversation avec le concierge, un homme plus âgé et amical qui était heureux de discuter. L'appartement 1204 ? Ai-je demandé, feignant l'intérêt en regardant une fausse annonce sur mon téléphone. Je l'ai vue en ligne, mais l'annonce semble avoir été retirée. Ah, celui-là n'est pas à louer, dit-il en souriant. C'est l'appartement du docteur Dubois. Docteur Isabelle Dubois. Une dame très gentille, dermatologue. Elle vit seule depuis son divorce.
Isabelle. Le nom a résonné dans mon esprit. Un son aigu et douloureux. Cette nuit-là, je suis tombée dans un abîme de recherche sur les réseaux sociaux. Docteur Isabelle Dubois. 32 ans. Blonde. Élégante. Avec le genre de perfection polissée que Julien admirait toujours discrètement chez les autres femmes. Son profil était un flux organisé de galas de charité. De séjours au ski à Courchevel et de selfies en blouse blanche impeccable. Elle était tout ce que je n'étais pas, une femme de pouvoir parisienne avec une vie indépendante et glamour. Mais j'avais besoin de plus qu'un nom et une adresse. Je ne pouvais pas le confronter avec des soupçons. Mon esprit, l'esprit d'une analyste de données, exigeait une preuve irréfutable. Et puis je me suis souvenu de la caméra de sécurité dans notre garage. Nous l'avions installée après un prétendu cambriolage dans le quartier un an auparavant, une histoire que Julien lui-même avait encouragée. Il avait oublié, cependant, qu'elle enregistrait tout en continu sur un serveur cloud dont seul moi avais le mot de passe. Les images du garage ont révélé un niveau de tromperie qui m'a écœuré. Julien ne rentrait pas seulement tard. Il jouait la comédie. Les images le montraient entrant dans le garage. Mais avant de sortir, il changeait de chemise. Il quittait la maison en chemise impeccable et revenait en polo légèrement froissé. Comme s'il avait eu une longue et dure journée de travail. Il vérifiait toujours son téléphone juste avant d'entrer. Son visage passant d'un sourire détendu à un masque de professionnalisme las. Se préparant à monter sur scène pour son unique spectatrice. Il laissait son autre vie dans la voiture avant d'entrer dans la nôtre. La découverte la plus choquante a eu lieu un jeudi. 2 semaines avant la fête. Julien est rentré vers 22h. Comme d'habitude. Mais dans sa hâte, il a oublié de verrouiller sa voiture. 1 heure plus tard, une montée d'adrénaline m'a propulsé au garage. Je me suis dit que j'allais juste chercher quelque chose dans ma propre voiture. Mais je savais que je cherchais quelque chose de plus. Et je l'ai trouvé. Un sac d'une boutique de lingerie de luxe était sur sa banquette arrière. À l'intérieur se trouvait une collection de vêtements de femmes de la dentelle chère. Une nuisette en soie. Et une bouteille du même parfum floral que je sentais sur ses chemises depuis des mois. Rien n'était à ma taille. Rien n'était pour moi. J'ai tout photographié avec mon téléphone. Mes mains tremblantes n'ont pas de peur, mais d'une colère froide et contrôlée. Le lendemain matin, le sac avait disparu. Soudain, toutes les pièces du puzzle se sont emboîtées. Les voyages d'affaires, à Lyon où il séjournait toujours dans des hôtels, choisis par le client. Les cadeaux chers et impersonnels qu'il me faisait sans raison, des offrandes de culpabilité. Les compliments excessifs sur ma compréhension et ma maturité. Il ne me louait pas. Il louait mon silence. Ma complicité dans ma propre trahison. La réalisation la plus douloureuse fut que nos moments intimes étaient devenus une obligation pour lui. Julien me faisait l'amour mécaniquement. Toujours rapidement. Toujours le même jour de la semaine. Comme s'il remplissait un quota conjugal. Je m'étais dit que c'était le stress. Je lui avais trouvé des excuses. Mais la vérité était bien plus laide. Il accomplissait un devoir. J'ai décidé de le confronter. Mais subtilement. Un dernier test. Julien. Ça va ? Ai-je demandé un soir ? Alors qu'il faisait défiler son téléphone. Ignorant le repas que j'avais soigneusement préparé. Tu sembles si distant ces derniers temps. Sa réponse était teintée d'irritation. Ses yeux ne quittant jamais l'écran. Éléonore. Tu es paranoïaque. Je travaille incroyablement dur pour nous offrir cette vie. Un peu de gratitude ne ferait pas de mal. De la gratitude. Il voulait que je sois reconnaissante pendant qu'il me détruisait systématiquement. C'est à ce moment-là que l'ancienne Éléonore, l'épouse pleine d'espoir et d'amour, est morte.
C'est à ce moment-là que la stratège, la femme qui voyait des schémas dans la tromperie et calculait les risques, a pris le contrôle total. Je n'allais pas pleurer. Je n'allais pas partir tranquillement. J'allais faire quelque chose qu'il n'attendrait jamais. Jamais. J'allais réduire son monde en cendres. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée 3 semaines avant la fête. Julien est rentré à 21h. Plus tôt que d'habitude. Avec un bouquet de roses rouges et une bouteille de vin cher. C'était un mardi. L'une de ces soirées avec elle. Chérie. J'ai décidé qu'on sort dîner ce soir. Tu le mérites. Le geste était si inhabituel. Si transparentement faux. Que j'ai senti un frisson. Il essayait de m'apaiser. De me détourner de la piste. Mais j'ai accepté. Mon esprit tourbillonnant. Curieuse de voir où cette performance mènerait. Au restaurant. Un endroit branché et hors de prix à Saint-Germain-des-Prés. Il était agité. Vérifiant constamment son téléphone. C'était un mauvais acteur. Et pour la première fois, je pouvais voir toutes les fissures dans sa performance. Et puis, je l'ai vue. Isabelle Dubois est entrée dans le restaurant avec un homme plus âgé, riant à quelque chose qu'il avait dit. Elle a regardé directement notre table. Ses yeux ont croisé les miens pendant une fraction de seconde. Et elle a eu un sourire narquois. Julien est devenu livide. Tu connais cette femme? Ai-je demandé? Ma voix incroyablement calme. Non. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. A-t-il répondu? Mais sa voix tremblait. Il ne pouvait même plus mentir de manière convaincante. Alors qu'Isabelle passait devant notre table en se dirigeant vers les toilettes, elle a, accidentellement, laissé tomber un petit morceau de papier plié. Il a atterri près de mon pied. Julien ne l'a pas vu. Mais moi si. Je l'ai discrètement ramassé. C'était un mot. Écrit d'une écriture élégante sur ce qui ressemblait à un bloc d'ordonnances. J'ai adoré le cadeau d'hier soir. J'ai hâte d'être à demain. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence tendu. Dans la voiture sur le chemin du retour, Julien était visiblement nerveux. Éléonore, dit-il. Les jointures blanches sur le volant. Si jamais quelqu'un te dit quelque chose sur moi, ne le crois pas. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de notre succès. C'était une frappe préventive? Une tentative pathétique de contrôler un récit qui lui échappait déjà. Cette nuit-là, il est allé dans son bureau pour travailler. Je l'ai entendu à travers la porte des conversations basses. Des rires étouffés. Des chuchotements. Mon mari parlait à sa maîtresse. Dans ma maison. Juste sous mon nez. C'est alors que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Je n'allais pas seulement le confronter. J'allais l'exposer de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. Notre fête de 5e anniversaire serait la scène parfaite. Les préparatifs de la fête sont devenus une œuvre d'art. Mon chagrin s'était consumé, laissant derrière lui un diamant froid et dur de détermination. Julien était ravi de mon enthousiasme soudain, parlant de célébrer notre amour et de montrer à tout le monde à quel point nous sommes heureux. Je souriais et acquiesçais à tout en planifiant méticuleusement sa chute. J'ai engagé un photographe professionnel, choisi des décorations somptueuses et sélectionné un menu de traiteur sophistiqué. Julien était impressionné par mon dévouement. Tu es incroyable, Éléonore. Toujours si parfaite. Toujours à t'occuper de tout. Il n'avait aucune idée que je préparais ses funérailles. 3 jours avant la fête, j'ai finalement obtenu la preuve définitive. La clé de voûte de tout mon plan. Julien a laissé son ordinateur portable ouvert pendant qu'il prenait une douche. Autrefois, j'aurais respecté sa vie privée.
Maintenant, je voyais cela comme une opportunité. J'ai ouvert son application de messagerie. Les conversations avec Isabelle étaient longues et explicites. Non seulement sur leur liaison, mais aussi sur moi. Elle est si naïve? Avait-il écrit la veille? Elle ne se doute de rien. Hier, elle m'a dit qu'elle m'aimait plus chaque jour. J'ai presque eu pitié d'elle. Isabelle avait répondu, au moins. Elle garde la maison propre et ne t'embête pas. Quand comptes-tu la quitter? Au fait? Je ne peux pas encore, a répondu Julien. Elle a hérité d'une bonne somme d'argent de ses grands-parents il y a quelque temps. J'attends le bon moment pour la transférer dans nos investissements communs. De plus, elle fait tout pour moi. C'est comme avoir une femme de ménage gratuite. Mes mains tremblaient en lisant ces mots. 5 ans de ma vie. De mon amour. De ma dévotion. Réduit à une femme de ménage gratuite. 5 ans que j'avais mis tout mon cœur dans ce mariage. Et il prévoyait de m'utiliser jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Puis de me jeter comme un déchet. Mais le message qui m'a vraiment brisé. Qui a fait voler en éclats les derniers vestiges de la femme que j'avais été. Était celui-ci, honnêtement. Son contact me donne la chair de poule au lit. C'est comme ça depuis la première nuit. Mais je fais semblant. Parce que je dois garder les apparences. Du dégoût. Depuis notre première nuit. Notre lune de miel à Paris. Un souvenir que j'avais chéri comme l'un des plus spéciaux de ma vie. Avait été un mensonge. Pour lui. Cela avait été un acte de révulsion. Je suis restée assise là. Paralysée. Pendant plusieurs minutes. Relisant les messages. Les mots se gravant dans ma mémoire. 5 ans de comédie. 5 ans de mensonges. 5 ans pendant lesquels j'avais travaillé si dur pour être l'épouse parfaite d'un homme qui était dégoûté par moi. Je suis allée dans notre grande salle de bain en marbre et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant 1 heure. De ces sanglots profonds et déchirants qui vous laissent vide. Je pleurais une vie qui n'avait jamais été réelle. Ce n'était pas seulement une liaison. C'était une conspiration froide et calculée pour m'utiliser financièrement et émotionnellement. Mais alors que les larmes se calmaient, autre chose a pris leur place. Une clarté froide et tranchante. Julien n'avait aucune idée à qui il avait affaire. Il me voyait comme une femme naïve et facilement manipulable. Il ne savait pas que ma nature calme masquait un esprit qui voyait des schémas partout. Il ne savait pas que j'avais accès à toutes ces informations financières. À tous ces mots de passe. À tous ces secrets. Pendant qu'il complotait pour m'utiliser. J'avais sans le savoir accumulé suffisamment de matériel pour détruire sa vie entière. J'ai séché mes larmes. Pris une profonde inspiration et commencé à architecturer le plan le plus élaboré de ma vie. Julien voulait une performance. Je lui donnerais la performance de sa vie. La fête d'anniversaire serait inoubliable pour lui. Pour moi. Et pour chaque invité qui assisterait à la chute d'un homme qui avait complètement, totalement sous-estimé sa femme. Dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai traversé notre vie avec un calme surnaturel. Mon chagrin s'était cristallisé en une concentration aussi tranchante qu'un rasoir. Julien l'a même commenté. Tu es radieuse? Chérie, dit-il en m'embrassant sur la joue alors que je supervisais les derniers préparatifs de la fête. Excitée pour le grand soir? J'ai souri. Une réplique parfaite de l'épouse aimante qu'il connaissait. Plus que tu ne l'imagines, ai-je répondu. Ce sera une soirée que personne n'oubliera jamais. J'ai commencé à tout observer avec de nouveaux yeux cyniques. La façon dont il orientait son corps loin de moi quand il prenait un appel. La manière obsessionnelle dont il vérifiait son téléphone. Un tic nerveux qu'il avait développé. Les petits mensonges inutiles qu'il racontait. Comme pour tester constamment ma crédulité.
C'était douloureux de voir comment il me traitait. Toujours avec condescendance. Me faisant toujours me sentir inférieure. Éléonore. Tu ne comprends rien aux affaires. Éléonore. Laisse-moi faire. Tu n'as pas l'expérience. Éléonore. Tu es trop sensible. Julien m'avait entraînée à être soumise. À accepter sa version de la réalité. À ne jamais remettre en question son autorité. Et je l'avais permis. Croyant que c'était le prix d'un foyer paisible et aimant. Mais la découverte la plus choquante est venue lorsque j'ai décidé d'enquêter sur nos finances. Julien avait toujours tout géré, prétendant que je n'avais pas la tête aux chiffres. Il avait ouvert un compte d'investissement joint, sur lequel j'avais transféré les 400 000 € que j'avais hérités de mes grands-parents. Il disait que c'était pour notre avenir, pour notre retraite. Pendant des années, je lui avais fait entièrement confiance, ne regardant jamais les relevés. En utilisant une astuce de récupération de mots de passe apprise d'un client en cybersécurité, j'ai obtenu l'accès. Ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. Il avait systématiquement siphonné la majeure partie de mon héritage vers des investissements à haut risque et des comptes écrans enregistrés uniquement à son nom. L'argent pour lequel mes grands-parents avaient travaillé toute leur vie servait à financer sa vie avec Isabelle. L'appartement dans le 8e arrondissement. Les voyages. Les cadeaux coûteux, tout était payé avec mon héritage. Ce n'était pas seulement une trahison émotionnelle. C'était un vol qualifié. Déguisé en alliance. J'ai passé un appel discret à mon cousin, Romain, un avocat d'affaires brillant à Paris. Je l'ai rencontré dans un café tranquille d'un quartier que Julien ne fréquenterait jamais. Romain. J'ai besoin d'une consultation. Urgente. Et ça doit être complètement confidentiel. Bien sûr. Éléonore. Tout va bien ? Demanda-t-il. Le front plissé par l'inquiétude. Disons simplement que je découvre des choses sur mon mariage. Dis-je. La voix égale. Des choses qui pourraient nécessiter des mesures légales. J'ai exposé l'histoire, présentant mon tableur et les documents financiers que j'avais découverts. L'expression de Romain est passée de l'inquiétude à une fureur froide. Le plan a commencé à prendre forme. Avec l'aide de Romain, j'ai lancé une enquête clandestine à grande échelle. Il m'a mis en contact avec un détective privé. Un homme discret et efficace nommé Monsieur Lambert. J'ai besoin de tout sur mon mari. Lui ai-je dit lors de notre première rencontre. Où il va? Qui il rencontre? Comment il dépense son argent? Et j'ai besoin de preuves tangibles et indéniables de la relation extra-conjugale. Lambert a travaillé avec une rapidité étonnante. Les résultats furent dévastateurs. Julien n'avait pas seulement une liaison avec Isabelle. Il avait été un coureur de jupons en série pendant tout notre mariage. Votre mari n'est pas un débutant? M'informa Lambert. Son ton professionnel mais sympathique. Il y a des preuves d'au moins 3 autres liaisons à long terme avant celle-ci. Toujours le même schéma, des femmes professionnelles. Récemment divorcées. Il les rencontre à l'hôtel ou dans leurs appartements. Les photos étaient irréfutables. Julien entrant dans l'immeuble d'Isabelle. L'embrassant dans le parking. Quittant des hôtels avec elle. Son bras enroulé autour de sa taille. Lambert avait même réussi à obtenir des enregistrements audio de leurs appels téléphoniques. Leur voix dégoulinant de mépris pour moi. Mais les dossiers financiers étaient la véritable bombe. Julien avait ouvert des cartes de crédit à mon nom sans que je le sache. Utilisant mon héritage comme garantie. Il dépensait des milliers d'euros par mois en cadeaux pour ses maîtresses. En dîners somptueux et en escapades secrètes. Il ne te trompe pas seulement. Éléonore. Expliqua Romain sur une ligne sécurisée. Il commet une fraude. Il utilise ton héritage pour financer ses liaisons.
C'est un détournement de fonds. J'ai aussi découvert que Julien avait menti sur le succès de son agence. L'entreprise était en difficulté financière depuis des mois. Il utilisait mon argent pour maintenir l'illusion du succès. Pour garder les apparences auprès de ses clients et amis. Il te voit comme une source de revenus. Pas comme une épouse, dit Romain sans détour. Sa stratégie est claire, maintenir le mariage jusqu'à ce qu'il ait épuisé tes ressources. Puis demander le divorce et te laisser avec rien d'autre que des dettes. Tout a commencé à prendre sens. Je n'étais pas une épouse. J'étais un investisseur providentiel dans la production de sa vie parfaite. Et mon investissement était sur le point d'être rappelé. L'enquête a révélé un réseau de complicité qui m'a profondément choqué. Ce n'était pas seulement Julien qui agissait seul. Des personnes proches de nous. Des personnes en qui j'avais confiance. Des personnes qui me souriaient lors des dîners. Savaient tout et me maintenaient activement dans l'ignorance. Marc, l'associé et meilleur ami de Julien, ne savait pas seulement pour les liaisons. Il aidait à les couvrir. Les relevés téléphoniques obtenus par Lambert le montraient fournissant de faux alibis. Mentant sur des réunions inexistantes. Et laissant même Julien utiliser son appartement parisien pour des rendez-vous galants. Patricia, la femme de Marc, était également impliquée. Elle savait tout. Toutes ces fois où elle me regardait avec ce que je pensais être de l'admiration. C'était en fait de la pitié. Teintée d'un amusement cruel. Pauvre Éléonore. Je l'imaginais penser. Elle n'a aucune idée que son mari couche avec la moitié de Paris. Mais ce n'est pas à moi de m'en mêler. J'ai appris par les sources de Lambert que dans le cercle social de Julien, on m'appelait l'idiote ou Sainte Éléonore. Il faisait des blagues sur ma naïveté. Sur la facilité avec laquelle on pouvait me tromper. Des hommes que je considérais comme des amis riaient à mes dépens derrière mon dos. Fernando, l'avocat de leur groupe, avait même conseillé Julien sur la manière de gérer le divorce pour conserver la majorité des actifs. Attend qu'elle dépense plus de l'héritage en rénovation de la maison? Avait-il conseillé dans un email que Lambert avait réussi à récupérer? Ensuite, tu pourras prétendre que c'était des investissements mutuels et elle ne pourra pas le récupérer. Isabelle n'était pas seulement une maîtresse. Elle était la prochaine épouse désignée. Julien lui avait déjà promis qu'il me quitterait dès que la situation financière serait réglée. Ils faisaient déjà des plans pour emménager ensemble. Pour voyager à travers le monde avec mon argent. Pour construire une vie sur les ruines de mon mariage. Le plus cruel était de savoir que certaines de ces personnes seraient à notre fête d'anniversaire. Levant un verre à notre amour. Tout en sachant que c'était une imposture totale et absolue. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer. 3 jours avant la fête, tout le plan a failli s'effondrer. Julien est rentré tôt et m'a trouvé dans le bureau. En train de trier une pile de documents relevés bancaires. Papiers juridiques. Impression de Lambert. J'ai ressenti une secousse de panique pure mais j'ai forcé mon expression à rester placide. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. Son ton empreint d'une méfiance qu'il me montrait rarement. « J'organise les photos pour le diaporama de l'anniversaire ?» Ai-je menti rapidement? L'excuse prête sur ma langue. C'était un mensonge plausible. Correspondant parfaitement à mon rôle d'épouse soucieuse des détails. Je veux te faire une surprise. Il s'est approché. Essayant de voir ce qu'il y avait sur mon écran. J'ai rapidement fermé l'ordinateur portable. Mon cœur battant la chamade. Tu ne peux pas voir? Dis-je. Forçant un sourire enjoué. C'est une surprise? Tu te souviens? Julien m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une lueur de doute sincère. Pendant un instant a coupé le souffle. J'ai cru qu'il savait. Mais ensuite, son sourire charmant est revenu. Le masque se remettant parfaitement en place.
Tu es incroyable. Éléonore. Tu penses toujours aux moindres détails. Il m'a embrassé sur le front. Un geste qui ressemblait maintenant à une violation. La nuit suivante, il a posé une question qui m'a glacé le sang. Nous nous préparions à nous coucher. Et il a parlé à mon reflet dans le miroir. Éléonore, as-tu changé les mots de passe de la banque? J'ai essayé d'accéder à notre compte d'investissement commun aujourd'hui. Et ça ne m'a pas laissé entrer. J'avais changé les mots de passe le matin même. Suivant le conseil urgent de Romain pour protéger ce qu'il restait de mon argent. Je devais réfléchir vite. Oh. Oui. Dis-je. Ma voix incroyablement légère et décontractée en me brossant les cheveux. J'ai reçu un de ces emails d'alerte de sécurité, avertissant d'une violation de données. Alors j'ai tout mis à jour. Tu veux le nouveau mot de passe? Je l'ai offert librement, sachant que c'était un pari. Non. Ça va, dit-il. Mais il a continué à me regarder, les yeux plissés. J'ai juste trouvé ça étrange. Cette nuit-là, il est resté debout tard au téléphone. Je me suis glissée jusqu'à la porte du bureau et j'ai pu entendre des bribes de sa conversation chuchotée et urgente. Probablement avec Marc. Elle agit. Étrangement. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Je dois être prudent. Julien était méfiant. S'il découvrait mon plan avant la fête, tout serait perdu. Il verrouillerait les finances, détruirait les preuves et inventerait une histoire qui me ferait passer pour une épouse hystérique et paranoïaque. Je devais accélérer mes préparatifs et être plus prudente que jamais. Chaque mouvement était maintenant crucial. Le temps était compté. Le salut, et l'arme finale dont j'avais besoin, est venue de l'endroit le plus inattendu. Maria, notre femme de ménage. Le matin de la fête, elle m'a approchée dans la cuisine pendant que Julien était au travail. La maison était silencieuse, remplie seulement du bourdonnement du réfrigérateur et des battements nerveux de mon propre cœur. Madame Éléonore, puis-je vous parler? Demanda-t-elle. Son expression sérieuse, ses mains tordant un torchon. Bien sûr. Maria. Qu'y a-t-il? Je sais que vous avez découvert pour monsieur Julien? Dit-elle doucement. Ses yeux sombres remplis d'une profonde tristesse maternelle pour moi. Et j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. J'étais sous le choc. Maria savait. Je travaille dans des maisons comme celle-ci depuis 30 ans. Expliqua-t-elle. Sa voix remplie d'une dignité tranquille. J'ai vu beaucoup d'hommes comme votre mari. J'ai toujours su qu'il n'était pas bon. Mais je ne savais pas comment vous le dire sans vous causer plus de douleur. Maria m'a tendu une petite boîte sans prétention. J'ai enregistré certaines de ses conversations, dit-elle. Quand il pensait que je n'écoutais pas. Il parlait au téléphone dans son bureau. La porte ouverte. Il ne m'a jamais vue comme une personne. Seulement comme un meuble. Il a parlé de vous. De ses plans. J'ai ouvert la boîte et j'ai trouvé un petit enregistreur numérique. Maria avait documenté des mois de conversations compromettantes de Julien. Des conversations où il riait de ma naïveté avec Marc. Où il planifiait son avenir avec Isabelle. Où il élaborait des stratégies sur la façon de prendre jusqu'au dernier centime de mon héritage. Pourquoi avez-vous fait ça? Maria? Ai-je demandé? Ma voix épaisse d'une émotion que je ne pouvais nommer gratitude. Choc. Solidarité. Parce que vous êtes une bonne personne? Madame? Répondit simplement Maria. Son regard constant. Vous m'avez toujours traité avec respect. Vous avez toujours été gentille. Vous ne méritez pas ça. Les enregistrements étaient la dernière pièce du puzzle. Julien.
De sa propre voix arrogante? Discutant ouvertement de ses plans? Se moquant de ma crédulité? Complotant ma ruine financière et émotionnelle? Il y a une dernière chose, ajouta Maria, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Il prévoit d'annoncer la séparation à la fête ce soir. Je l'ai entendu l'arranger avec cette femme Isabelle au téléphone hier. Il a dit qu'il avait assez attendu et qu'il voulait en finir devant tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière. Parfait. Julien voulait faire une annonce à la fête. Eh bien, moi aussi. Son geste grandiose et humiliant était sur le point de devenir la scène de sa propre exécution. La veille de la fête, j'ai découvert l'étendue réelle et horrifiante de la conspiration contre moi. Ce n'était pas seulement Julien et ses amis fades. C'était une opération financière organisée. Et mes beaux-parents en étaient le centre. Romain m'a appelé avec un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant, une rage froide et dure. Il avait reçu le rapport final de l'expert comptable qu'il avait engagé. Éléonore, dit-il. C'est pire que ce que nous pensions. Julien a créé une société écran à ton nom il y a 2 ans. Il a expliqué que Julien avait utilisé mon numéro de sécurité sociale, qu'il avait pour leur déclaration d'impôt commune, et avait falsifié ma signature sur les documents de constitution. Il a siphonné une partie de ton héritage dans cette société, a poursuivi Romain. Il l'a utilisé comme une caisse noire pour financer sa vie avec Isabelle, faisant passer leur dîner, leur voyage, et même le loyer de son appartement, pour des frais professionnels. Le plus insidieux était que la société avait également contracté une dette importante. Si cela était découvert, expliqua sombrement Romain, tu serais considéré comme une partenaire et tenu responsable de tout. Il prévoyait de te mettre en faillite et de s'en tirer sans rien. Mais la révélation la plus choquante fut qu'Isabelle n'était pas seulement une complice consentante. Elle était une partenaire active dans la fraude. En tant que dermatologue à succès avec une entreprise à forte trésorerie, elle utilisait sa clinique pour blanchir l'argent détourné de mon héritage. Julien payait pour de faux traitements cosmétiques dans sa clinique, des procédures qui n'avaient jamais eu lieu, pour des patients qui n'existaient pas, ce qui générait des factures d'apparence légitime. C'était un moyen astucieux, presque intraçable, de transformer mon argent volé en son revenu légal. Et l'architecte de ce brillant montage financier? Le propre frère de Julien? Un expert comptable. Il avait aidé à structurer le tout, s'assurant que la piste papier était complexe et difficile à suivre. Mes propres beaux-parents? La famille qui me souriait lors des dîners de fête? Me volait systématiquement. Le plan était parfait dans sa cruauté. Utiliser mon héritage pour financer la nouvelle vie de Julien? Créer des dettes massives à mon nom? Puis demander le divorce? Me peignant comme la personne financièrement irresponsable. Je perdrais tout et serais étiqueté comme la partie coupable. Ils t'ont sous-estimé, dit Romain, avec une pointe d'admiration dans la voix. Ils pensaient que tu ne découvrirais jamais. Mais maintenant, nous avons suffisamment de preuves pour les poursuivre tous pour fraude, détournement de fonds et association de malfaiteurs. La fête ne serait que le début de leur cauchemar. Julien n'avait aucune idée qu'il allait faire face non seulement à l'humiliation publique, mais aussi à une possible peine de prison. Les découvertes les plus douloureuses, cependant, restaient les découvertes personnelles. La trahison ressemblait à 1000 petites coupures. Ma meilleure amie de fac, Carla, qui m'avait toujours soutenue dans les moments difficiles de mon mariage, était une Judas. Dans un enregistrement d'un appel téléphonique obtenu par Lambert, j'ai entendu Carla parler à Patricia. Pauvre Éléonore, dit Carla, suivi d'un rire léger et méprisant. Mais elle a toujours été si naïve. Facile à tromper. Même à l'université.
Carla était celle qui m'encourageait à faire plus confiance à Julien, à ne pas être si jalouse. Elle le faisait pour faciliter ses trahisons. Quand je mentionnais mes soupçons, elle me convainquait toujours que j'étais paranoïaque. Julien t'aime tellement, disait-elle. Tu dois arrêter de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. J'ai découvert que Julien lui avait parlé de nos difficultés intimes. Carla avait ri et lui avait suggéré de trouver des alternatives discrètes. Même ma belle-mère, Madame Dubois, était impliquée. Elle connaissait les liaisons de son fils et les approuvait, disant que un homme a ses besoins et que je devrais faire plus d'efforts pour lui plaire. Éléonore est une gentille fille, a-t-elle dit dans un des enregistrements de Maria. Mais elle est si fade. Julien a besoin d'une femme avec plus de personnalité. L'humiliation était absolue. J'avais passé 5 ans à essayer de plaire à des gens qui me méprisaient, qui se moquaient de moi, qui conspiraient contre moi. Les gens que j'avais aimés et respectés me voyaient comme une idiote utile. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. J'avais quelques cartes dans ma manche qui allaient détruire non seulement Julien, mais tout le réseau de personnes qui avaient participé à mon humiliation. Le matin de la fête, Julien était en piteux état. Il était étrangement nerveux, faisant les 100 pas dans la maison, vérifiant constamment son téléphone. Il me regardait avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Tu es sûr pour cette fête ?» demanda-t-il, alors que j'ajustais les centres de table floraux. « Peut-être qu'on devrait annuler ? Faire quelque chose de plus intime. » « Annuler ?» répondis-je, feignant la surprise. « Julien, nous avons invité 50 personnes. Ce serait si étrange. J'ai juste le sentiment que quelque chose va mal tourner. » dit-il, l'air sincèrement inquiet. Son intuition masculine se manifestait enfin. Bien trop tard. Pendant l'après-midi, j'ai vu Julien avoir une longue et sérieuse conversation avec Marc dans le jardin. Ils semblaient se disputer. J'ai réussi à surprendre des bribes. Elle agit bizarrement. Peut-être qu'elle sait. Je dois être prudent. À 18h30, les premiers invités ont commencé à arriver. Julien s'est glissé dans sa meilleure performance à ce jour, le mari fier et adorateur. Il a salué tout le monde avec enthousiasme, parlant de 5 merveilleuses années et de beaucoup d'autres à venir. S'il savait seulement qu'il n'y en aurait pas beaucoup d'autres. En fait, il n'y aurait même pas une nuit de plus. Une fois tous les invités arrivés, j'ai fait une dernière découverte déchirante. Mon propre frère, Léo, évitait mon regard. Quand je l'ai discrètement acculé près du bar, il est devenu visiblement mal à l'aise. Léo, ça va ? Tu as l'air bizarre ce soir. Je vais bien. Éléonore. Juste. Profite de la fête. Plus tard, je l'ai vu parler nerveusement avec Julien. J'ai pressé Maria, qui aidait à servir les boissons. Et elle a confirmé mon plus terrible soupçon. Votre frère savait ? Madame Éléonore ? A-t-elle murmuré ? Les yeux pleins de chagrin pour moi. Je l'ai entendu parler à Monsieur Julien il y a 2 mois. Il a dit que vous aviez toujours été un peu naïve et que Monsieur Julien devrait faire attention à ne pas trop vous blesser. Mon propre frère. Le garçon que j'avais aidé à élever après le décès de notre père. Le jeune homme dont j'aidais à financer les études. Il savait que mon mari me trompait et me volait. Et il n'a rien dit. Il a choisi le mentor charismatique plutôt que son propre sang. La trahison m'a blessé plus profondément que toutes les autres réunies. Mais la confirmation finale du plan de Julien est venue de Patricia. Déjà éméchée au champagne, elle m'a acculée dans les toilettes. Éléonore,
A-t-elle baragouiné en posant une main sur mon bras. Tu es une femme forte. Je suis sûre que tu t'en sortiras. M'en sortir de quoi? Ai-je demandé, feignant l'ignorance. Tu sais, dit-elle avec un clin d'œil complice. La séparation. Julien l'a déjà dit à Marc. Il a dit qu'il allait l'annoncer ce soir. Ma propre fête d'anniversaire était censée être la scène où Julien annoncerait notre séparation. Il avait prévu de m'humilier publiquement, utilisant la célébration de notre amour pour me détruire. Mais il n'avait aucune idée que c'était moi qui tenais le détonateur. Et j'étais sur le point d'appuyer sur le bouton. À 20h30, le moment qui allait définir le reste de ma vie est arrivé. Julien s'est levé, a fait teinter son verre avec une aisance étudiée, et a commencé le discours qu'il pensait être ma condamnation à mort sociale. Chers amis et famille, a-t-il commencé, avec ce sourire charmant que je voyais maintenant comme un simple rictus prédateur. Merci d'être ici pour célébrer 5 années d'un mariage qui m'a tant appris. Sur moi-même. Et sur ce que je veux vraiment de la vie. Il a marqué une pause dramatique, son regard balayant la pièce avant de se poser sur moi. Éléonore est une femme merveilleuse. Mais le temps est venu pour nous d'être honnêtes l'un envers l'autre. Et avec vous tous. Il a laissé les mots flotter dans l'air. Un silence cruel et délibéré. Et puis il a prononcé la phrase qu'il répétait depuis des semaines. Ton contact me dégoûte depuis notre première nuit. Le silence dans la pièce était absolu. 50 personnes me fixaient. Un mélange d'horreur, de pitié et de curiosité morbide sur leur visage. Ils s'attendaient à ce que je m'effondre, que je pleure, que je supplie. Au lieu de cela, j'ai souri. Merci d'être enfin honnête. Julien, dis-je en me levant calmement. Ma voix était claire et stable, amplifiée par une confiance que je ne me connaissais pas. Parce que j'ai aussi quelques vérités à partager. J'ai pris mon téléphone. Je l'ai connecté au projecteur. Et l'écran derrière moi s'est animé. Chers amis, dis-je. La voix ferme et claire. Je suis si heureuse que vous soyez tous là. Car vous allez assister à quelque chose d'historique, la révélation complète et totale d'un homme qui pensait pouvoir me détruire. La vidéo a commencé à défiler. Elle s'ouvrait sur un montage magnifiquement filmé de Julien et moi, le mensonge que nous avions vendu au monde pendant 5 ans. Puis, brusquement, l'image a basculé sur une prise de vue granuleuse en noir et blanc d'une caméra cachée. C'était Julien, dans le parking de l'immeuble d'Isabelle, l'attirant dans un baiser passionné. Un hoquet collectif a parcouru la pièce. La vidéo était un chef-d'œuvre de destruction narrative de 12 minutes. Après les images choquantes de Julien et Isabelle, l'écran s'est rempli de documents financiers, relevés bancaires, virements, statut de la société écran à mon nom. J'avais surligné chaque transaction, chaque euro de mon héritage qu'il avait volé. Puis est venu l'audio. La voix de Julien, amplifiée par les haut-parleurs, a rempli la salle silencieuse. Elle est si naïve. Elle ne se doute de rien. La voix d'Isabelle lui a répondu, claire comme du cristal. Quand comptes-tu la quitter? Au fait? Et puis la réponse cruelle de Julien, je ne peux pas encore. Elle a hérité d'une bonne somme d'argent. C'est comme avoir une femme de ménage gratuite. Le choc dans la pièce était palpable. Julien, sortant de sa stupeur, s'est jeté sur le projecteur. Mais j'avais anticipé cela. J'avais déplacé le câble d'alimentation. Il est resté là. Impuissant. Non. Chérie, dis-je calmement. Tu voulais de l'honnêteté. Maintenant, nous allons avoir une honnêteté totale. La vidéo a continué.
révélant la complicité de certaines personnes présentes dans cette même pièce. Un clip de caméra de sécurité montrait Marc donnant à Julien les clés de son appartement. Un enregistrement audio a surpris Patricia se moquant de ma naïveté avec Carla. Même mon propre frère, Léo, est apparu dans un échange de SMS où il disait à Julien de « faire attention à ne pas trop la blesser ». La salle était dans un silence absolu. Julien a essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas. Marc et Patricia ont échangé des regards paniqués. Léo avait le visage enfoui dans ses mains, tremblant. Mais ce n'est pas tout. Ai-je poursuivi. La voix ferme. Parce que pendant que vous complotiez tous ma destruction, je préparais la vôtre. J'ai attrapé une grande enveloppe Kraft sous la table principale. Ici se trouvent des copies de tous les documents prouvant la fraude, le détournement de fonds et l'association de malfaiteurs. Ai-je annoncé en la brandissant pour que tout le monde la voie. Demain matin, ce dossier complet sera livré au bureau du procureur de la République. La panique a éclaté. Julien a finalement retrouvé sa voix. Un son désespéré et étranglé. Éléonore. Tu ne comprends pas. On peut en parler. Parler ? Ai-je demandé. Comme tu allais parler de notre séparation ? Oh. C'est vrai. Tu as préféré m'humilier publiquement. J'ai décidé de te rendre l'appareil. J'ai pris une autre enveloppe. Plus petite. Et puisque nous sommes si honnêtes, ai-je continué ? Je devrais aussi vous informer que j'ai changé tous les mots de passe des comptes, annulé toutes les cartes de crédit et gelé tout accès à mes actifs. Julien, à partir de ce moment, tu n'as plus accès à un seul centime de mon argent. Le désespoir sur son visage était un spectacle à voir. Mais je n'ai pas encore fini. Dis-je. Un petit sourire froid jouant sur mes lèvres. Parce que si vous pensiez que c'était la grande révélation, vous devriez vous préparer pour le final. J'ai de nouveau connecté mon téléphone au projecteur. Cette fois, c'était des documents juridiques officiels. Julien. Chéri. Tu te souviens comment tu disais toujours que je n'avais pas la tête aux affaires ? Demandai-je avec une ironie mordante. Eh bien, il s'avère que j'ai plus la tête à ça que tu ne l'as jamais imaginé. L'écran montrait des documents de transfert de propriété. Notre belle maison de Neuilly, celle à son nom, avait été légalement transférée à mon nom il y a 3 jours. Étant donné que la maison a été achetée presque entièrement avec l'argent de mon héritage, expliquai-je, elle m'appartient légalement. Tu es, à partir de ce soir, officiellement sans domicile fixe. Julien a pris une teinte de gris que je n'avais jamais vue sur un être humain. C'est impossible, murmura-t-il. L'acte de propriété est à mon nom. Il l'était. Le corrigeai-je. Mais détourner des fonds d'héritage pour acheter un bien immobilier est un crime. Un juge a accepté notre requête pour annuler le transfert de titres. La deuxième révélation fut encore plus dévastatrice. L'écran montrait maintenant des documents de son agence de publicité. Oh. Et à propos de ton entreprise ? Dis-je doucement. J'ai découvert qu'elle doit plus de 300 000 € d'arriérés d'impôts au fisc. Des impôts qui n'ont pas été payés parce que tu utilisais l'argent de l'entreprise pour divertir tes maîtresses. La panique était désormais totale. Julien savait que l'évasion fiscale de cette ampleur pouvait mener en prison. Mais ne t'inquiète pas. Continuai-je avec une fausse gentillesse. J'aurais pu payer ces dettes avec mon héritage. Mais j'ai décidé que tu devais apprendre à être indépendant. L'impact fut immédiat et dévastateur. Julien a trébuché, s'agrippant à une table pour se soutenir. Éléonore, pour l'amour de Dieu, a-t-il supplié. La voix brisée. Tu ne peux pas faire ça.
Nous sommes mariés depuis 5 ans. Exactement. Ai-je rétorqué. Ma voix comme de la glace. 5 ans. 5 ans que tu m'as utilisé. Que tu m'as volé. Que tu m'as humilié. 5 ans que tu as feint l'amour en planifiant ma ruine. Sa mère, Madame Dubois, s'est approchée de moi. Le visage masqué par l'indignation. Éléonore, mon fils a fait des erreurs. Mais c'est bien trop extrême. Madame Dubois. Les jeux interrompus. Avec tout le respect que je vous dois. Vous saviez tout. J'ai des enregistrements de vous approuvant les liaisons de votre fils. Vous n'avez aucune autorité morale pour parler d'extrême. Elle a reculé comme si elle avait été frappée. Léo a essayé de s'approcher de moi. Le visage strié de larmes. Éléonore. Je l'ai coupé d'un seul regard cinglant. Ne pense même pas à m'adresser la parole. Tu as trahi ta propre sœur. Demain, tu pourras commencer à chercher un nouveau moyen de financer tes études. Le moment le plus satisfaisant est venu lorsque Patricia, toujours la mondaine, a tenté de sauver une once de décorum. Éléonore, tu ne comprends pas comment sont les choses entre les couples. Oh. Je comprends parfaitement, dis-je en me tournant vers elle. Les yeux froids. Je comprends que vous avez ri à mes dépens pendant que je m'occupais de votre mari quand il avait la grippe. Je comprends que vous m'appeliez l'idiote auprès des autres épouses. Patricia est devenue blême. Sa flûte de champagne tremblant dans sa main. Elle ne s'attendait jamais à ce que je le sache. La justice poétique était servie à la température parfaite, glaciale. Mais j'ai une dernière surprise. Annoncé-je, reprenant le contrôle total de la salle. Parce que pendant que vous me sous-estimiez tous, j'avais 2 longueurs d'avance. J'ai lancé la présentation finale sur le projecteur. Cette fois, c'était une série de documents que même Julien n'aurait pu imaginer. Julien? Demandai-je en souriant. Un sourire sincère et libérateur pour la première fois de la soirée. Tu te souviens d'Isabelle? N'est-ce pas? Ton grand amour. La femme pour qui tu détruisais notre mariage? L'écran montrait une conversation WhatsApp entre moi et Isabelle, datant de 2 jours plus tôt. J'ai découvert qu'Isabelle est beaucoup plus intelligente que tu ne le penses. Continuai-je. Quand je lui ai montré toutes les preuves de ce que tu faisais les autres femmes. La fraude financière qui impliquait sa clinique, elle est devenue, disons, très intéressée par une coopération. Les messages étaient clairs. Isabelle, réalisant qu'elle n'était qu'un autre pion dans le jeu de Julien et faisant face elle-même à des ennuis judiciaires, avait décidé de se protéger. Elle m'avait fourni des informations supplémentaires sur ses combines. Elle m'a parlé de tes autres liaisons. Ai-je lu à l'écran? Des autres femmes que tu as utilisées de la même manière. De la façon dont tu as un schéma, séduire des femmes avec de l'argent. Utiliser leurs ressources. Puis les jeter. Julien était en panique totale. Ce n'est pas vrai. Isabelle même. A-t-il crié. Un son d'illusion sincère et pathétique. Julien. Dis-je doucement. Isabelle ne t'a jamais aimé. Elle t'utilisait de la même manière que tu m'utilisais. La seule différence, c'est qu'elle était meilleure à ce jeu. Le message final d'Isabelle est apparu à l'écran. Un cadeau d'adieu. Merci pour les informations. Éléonore. Julien pensait vraiment qu'il était plus malin que nous toutes. Les hommes comme lui n'apprennent jamais. Isabelle collectionne des preuves contre toi depuis des mois. Ai-je conclu? Elle a des enregistrements, des documents, des preuves de tous tes crimes. Et maintenant, elle est de mon côté. À ce moment-là, en regardant Julien, complètement brisé,
J'ai ressenti une profonde transformation en moi. L'Éléonore soumise et peu sûre d'elle, la femme qui vivait pour son approbation, était morte. À sa place, une femme qui connaissait sa propre valeur était née. Savez-vous tous quelle a été votre plus grande erreur? Demandai-je, ma voix résonnant dans le silence caverneux. Vous avez pensé que la gentillesse était une faiblesse. Vous avez cru que la douceur était la même chose que la naïveté. J'ai commencé à marcher lentement à travers la pièce. Pendant 5 ans, j'ai choisi d'être compréhensive parce que je croyais en l'amour. J'ai choisi d'être généreuse parce que je croyais au partenariat. J'ai choisi de faire confiance parce que je croyais en l'honnêteté. Je me suis arrêtée juste devant Julien. Mais vous avez interprété ma gentillesse comme de la stupidité. Ma générosité comme une vulnérabilité à exploiter. Et ma confiance comme une licence pour tromper. J'ai pris une profonde inspiration purificatrice. L'Éléonore que vous connaissiez tous est morte ce soir? Ai-je déclaré. La femme qui se tient ici maintenant n'accepte pas le manque de respect. Elle ne tolère pas la trahison. Et elle n'a pas peur de se battre pour ce qui lui appartient. L'impact de cette nuit s'est étendu bien au-delà de ce salon opulent. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire est devenue virale. Le monde de Julien a implosé. Son agence a fait faillite. Il fait actuellement face à 3 chefs d'accusation criminels et à 2 poursuites civiles. 6 mois ont passé. 6 mois de reconstruction. De redécouverte de la femme que j'étais avant Julien. J'ai vendu la maison de Neuilly. Un lieu rempli de beaux fantômes et de vilaines vérités. J'ai emménagé dans un pantouz ensoleillé dans le Marais qui est entièrement le mien. J'ai créé ma propre société de conseil en stratégie de données. Mes premiers clients étaient des femmes qui, inspirées par mon histoire, m'ont engagé pour trouver la vérité dans leur propre vie. J'ai transformé ma douleur en ma raison d'être. J'ai dû gérer les retombées avec ma famille. Mes parents ont été horrifiés, mais m'ont soutenu. La blessure la plus profonde venait de Léo. Il est venu me voir un mois après la fête, rempli d'une honte si profonde qu'il pouvait à peine parler. Il a avoué avoir été ébloui par le succès de Julien, si désespéré d'avoir un modèle masculin qu'il a choisi d'ignorer les signes avant-coureurs. Je t'ai laissé tomber, Éléonore, avait-il murmuré, des larmes coulant sur son visage. Je passerai le reste de ma vie à essayer de regagner ta confiance. Notre relation n'est plus ce qu'elle était, mais elle guérit. Le pardon, j'apprends, est un processus. Et l'amour? Je l'ai trouvé aussi. Pas dans la précipitation, pas par solitude, mais par choix. Il s'appelle Benjamin. C'est un architecte qui aime la façon dont mon esprit fonctionne. Il me respecte. Il admire ma force. Et il comprend que les femmes douces peuvent être des guerrières quand il le faut. Maria travaille toujours pour moi 2 fois par semaine. Nous sommes plus comme une famille maintenant. Madame Éléonore, m'a-t-elle dit récemment, alors que nous prenions un café dans ma nouvelle cuisine ensoleillée. Vous avez toujours été forte. Vous aviez juste besoin de le découvrir par vous-même. À toutes les femmes qui m'écrivent encore pour me demander conseil, je dis toujours la même chose, faites confiance à votre intuition. Documentez tout. Et souvenez-vous, vous méritez un amour qui est réel. Pas des miettes d'affection jetées sur votre chemin. Julien m'a appris que tous ceux qui disent « je t'aime » ne le pensent pas vraiment. Mais j'ai appris quelque chose de bien plus important par moi-même. J'ai appris que je peux m'aimer assez pour ne plus jamais accepter moins que ce que je mérite. La vérité m'a libérée. Pas de Julien. Elle m'a libérée de la femme que je pensais devoir être. Et la femme que je suis maintenant? Elle est indestructible.